Je donne la parole à Bernard Landau. Oui, bonjour. Alors, la commande qui m'a été passée, je pense, par le fait que j'ai assez longtemps travaillé dans les services de l'administration parisienne et j'ai réfléchi un peu aussi sur l'histoire des services, c'est rupture et continuité dans les services parisiens au regard de l'héritage laissé par Alphand. Alors, en fait, je vais vous décevoir parce que le sujet est trop vaste et j'ai pas tout traité. Mais de fait, il a été quand même traité par différents intervenants sur des périodes qui me semblent effectivement très importantes, dont le début de cet après-midi. Et donc, j'ai mon exposé qui reprend l'article qu'on nous a commandé pour la publication des actes, se construit sur 3 temps. Je reviens un peu dans la lecture de ce que j'appelle le socle et l'héritage alphandien, non pas au regard de la postérité, mais au regard de ce que ça apprend ou de ce que ça a laissé dans l'histoire des services, comme message, comme façon de voir la ville, qui est encore, je pense, très très présent, et donc je vais essayer de l'illustrer. Alors ça viendra évidemment en complément de quelques éléments qui ont été développés, dont plusieurs des intervenants. Ensuite, en réfléchissant sur l'impact réel d'Alphand sur l'histoire des services, au-delà des péripéties de l'histoire de Paris, qui est liée à l'histoire politique, à l'histoire des courants d'urbanisme, vous le savez tous et toutes mieux que moi, je m'attarde sur une période qui me semble à l'évidence la vraie période néo-alphandienne, qui est celle des années 70-2000. Et je vais essayer de vous le montrer. Voilà. C'est peut-être un scoop. En tout cas, c'est une période qui est récente et qui n'est pas encore tellement étudiée par les historiens. Mais j'en ai vécu une partie et en tout cas, en retravaillant dessus, notamment sur les archives de la Pure et des entretiens avec différentes personnes qui ont été très impliquées dans cette période, ça m'a paru intéressant de le montrer. Et puis, si on a le temps, ce qui n'est pas certain, parce que je suis un peu bavard, sur cette question rupture et continuité, je me pose la question de l'actualité, partant un peu sur cette idée que autant l'exemple alphandien, et ça n'a pas été, je crois, suffisamment dit, et l'exemple haussmannien est une brillante et magistrale démonstration de l'adaptation aux exigences de la révolution industrielle au XIXe siècle. En tout cas, c'est posé comme tel et par Haussmann et par des historiens ou des philosophes, notamment François Choët, je pense, qui raconte toute cette histoire de façon très pertinente. Autant aujourd'hui, on est, par rapport aux enjeux de la ville et de la métropole, dans d'autres paradigmes. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a rupture, y compris dans ce qu'est l'héritage d'Alphand, mais ça, on en parlera demain. Alors, bon, évidemment, il y a cette grille. Alors, je l'ai mis, cette grille, dessinée par Daviou en 1860, extrêmement savante, puisque elle est à géométrie variable, le collet change avec la croissance des arbres, et évidemment, le petit encart du Paris Projet que vous voyez en bas à droite, publié dans les années 90 sur l'espace public parisien, montre le dessin de Bernard Huette, et dans la grille, il met une grille d'une entreprise allemande. Et quand le maire de Paris voit ça, il dit « il n'en est pas question, je veux la grille Alphand ». Et le seul problème, si vous voulez, c'est que le calpinage de Bernard Huette est un diamètre de 1,80 m et pas un diamètre de 2 mètres. Donc il a fallu reconcevoir, et c'est pas une histoire de photocopieuse ou d'homothétie, donc on a redessiné une grille de diamètre 1,80 m, ce qui, quelque part, quand même, au-delà de la signature de l'espace public parisien, si vous voulez, dans le monde entier, pose toute une série d'autres questions sur ce qu'est l'espace public, ce qu'est l'entretien, la production en série de cet espace, dont, sans le savoir, Huette faisait quelque part un peu un faux pas, quoi, par rapport, en tout cas, à l'héritage. Là, j'ai mis une ou deux images, parce que je dis pas, c'est pas du tout pour contredire, c'est plus pour enrichir le propos de tout ce qui se dit maintenant depuis 2 jours. Le préfet, il est aussi préfet du département de la Seine. Le département de la Seine, en 1850, les gares sont dans Paris. Ça me semble très très important, parce que ça renvoie à la question
de la vitesse du mouvement des percées dont on a parlé. Et voilà ce qu'a été la croissance en 40 ans, c'est-à-dire à peu près la période sur laquelle Alphand travaille à Paris du réseau ferré français. C'est l'Internet de l'époque, enfin, si vous voulez, quelque part dans le fonctionnement au réseau. Et ça, je pense que ça remet à l'échelle l'importance des transformations que va connaître Paris pendant la période haussmannienne, mais qui en réalité, ça a été dit, je crois, c'est important, s'inscrivent dans une longue histoire, qui est l'histoire du XIXe siècle. Et de ce point de vue, Haussmann, Alphand et les autres sont eux-mêmes les héritiers, et ça a été dit, c'est très important, d'innovations techniques qui, pour l'essentiel, on n'a pas le temps, c'est pas le lieu ici, sont faites dans la première moitié du XIXe siècle par des ingénieurs polytechniciens savants. C'est-à-dire ceux qui sont capables de créer un réseau de distribution d'eau selon la mécanique des fluides, ceux qui ont mis au point le dispositif des chaussées fondues pour arriver aux chaussées bombées avec les trottoirs latéraux, ceux qui commencent à penser l'alimentation en eau à grande échelle d'une ville, ceux qui ont trouvé les moyens techniques moins onéreux qui viennent d'Angleterre de construire un réseau d'égouts, et à cet égard d'ailleurs, quasiment tous les ingénieurs dont on a parlé qui sont, comme Chiara Santini l'a rappelé, une bande, je dis pas une bande de copains, mais enfin c'est une génération qui arrive aux affaires techniques, ils ont tous fait, ou quasiment tous fait, le voyage à Londres. Parce que l'Angleterre, sur le plan technique, a une très grande avance en matière de génie urbain sur la France, et pas simplement sur les questions des jardins. Alors, je mets également cette image parce que, pour moi, elle dit quand même pas mal de choses. Hein. C'est une vue d'une peinture qui est connue, hein, je pense, de Victor Navelet, qui est prise d'après des photographies de Nadar. C'est que là, vous distinguez très bien la barrière d'Enfer Rochereau et le parc du Luxembourg, avant qu'il ne soit amputé par les travaux haussmanniens, mais quelque part, quand se mûrit l'idée d'un réseau d'espaces verts qui est présent dans la commission Siméon, hein, la commission Siméon, elle dessine des percées, mais elle dessine aussi quelque part déjà un réseau d'espaces verts. Paris est à la campagne. Enfin, le cœur est très bâti, mais la ville, dans les limites des fortifications, c'est encore... Si vous voulez, quand aujourd'hui on parle des relations entre ville et nature, à l'époque, la nature est dans la ville. Il y a des maraîchers. Il y a beaucoup de maraîchers. Il y a un traité qu'on peut retrouver aujourd'hui sur Internet sur l'histoire des maraîchers parisiens. Il y a 70 hectares de culture de maraîchers dans l'enceinte de la ville, indépendamment de tout ce que sont ces grands jardins privés ou des congrégations religieuses que l'on trouve dans le tissu parisien. Donc je crois que... mais ce n'est pas pour autant un réseau d'espace public ou un réseau de promenade. L'autre élément, et je vais aller assez vite si vous voulez, c'est que moi je suis... alors un peu contrairement à des choses qui ont été dites, je suis assez attaché, mais enfin c'est pas dans la lecture, et aussi dans l'ambition qu'a eu Haussmann, commandité par Napoléon III, du fait que le paradigme parisien a ceci d'exceptionnel par rapport aux autres, et tout ce qui a été dit est vrai et incontestable, c'est que on traite, et ça je cite Choé, pour la première fois, une ville en totalité, un ensemble dont les parties sont indissociables, comme un espace isotropique dont l'organisation est pensée en termes de réseau et de système. Et les réseaux et les systèmes valent autant pour le système des espaces verdoyants conçu comme un système d'aération de la ville, que comme le système des percées qui est conçu comme un travail de régularisation urbaine. Le mot est d'Haussmann, il est très juste. C'est-à-dire qu'on adapte la ville au fait que pour aller d'un quartier à un autre, à l'heure où les chemins de fer arrivent dans la ville, il faut des rues qui soient plus larges que Rambuteau l'avait déjà un peu compris, mais que la procédure de l'élargissement par un arrêté d'élargissement, non, il faut par expropriation percer des voies. Donc ça, c'est l'ensemble des voies qui sont créées et percées, donc il y a à la fois les lotissements, et un système de distribution et d'alimentation en eau qui est la prodigieuse aventure que fait Belgrand, qui renvoie au-dessus et au-dessous de l'espace public, que ce soit d'ailleurs sur la voie publique ou dans le système des jardins, des parcs et des squares,
qui, lui, est vraiment à une autre échelle, c'est-à-dire qui est à l'échelle du grand territoire, reprenant quelque part la tradition des Romains, et cette tradition avait été quasiment oubliée depuis l'Antiquité. Il a fallu attendre la révolution industrielle pour qu'on aille reconstruire des aqueducs, puiser l'eau de source, la traiter, la mettre dans un collecteur et la remettre à l'autre bout de la ville, dans les champs d'épandage, pour cultiver des tomates, des fraises, grâce aux calculs scientifiques, aux études scientifiques d'un autre polytechnicien qui s'appelle Adolphe Mille. Bon, et les trois sont indissociablement liés. Et Haussmann, Alphand et les autres le remarquent, plus les travaux avancent. Et ça a été dit, c'est assez juste. C'est-à-dire qu'il y a une question un peu de pragmatisme. C'est pas Cerdas, si vous voulez, c'est pas un plan conçu qui a une démarche intellectuelle, c'est une transformation pragmatique selon un plan ambitieux de la ville, dans lesquels les trois aspects que je viens rapidement de rappeler sont intimement liés. Et Haussmann le dit très justement dans ses mémoires, plus on avance, plus l'étroite imbrication des différents services entre eux m'est apparue comme une évidente nécessité. Bon. Ça, c'est nouveau. Ça, je pense, c'est nouveau. J'y reviendrai un petit peu. Alors, là, la formule est de François Loyer, c'est-à-dire qu'il explique, je trouve que le mot est très élégant, c'est-à-dire la ville nouvelle se glisse dans les coulisses de la ville ancienne, avec les percées, et on le voit très bien avec le boulevard Sébastopol ou le boulevard Saint-Michel, où on voit que de part et d'autre des percées subsistent les quartiers existants, Saint-Médard, et qu'il y a l'ordonnancement d'une ville moderne qui apparaît avec tous ses attributs, dont les attributs des promenades, dont Alphand va être le principal maître d'œuvre, Alphand et son équipe, et par ailleurs, au-delà des limites de l'urbanisation dans cette vision holistique, isotropique, dans les faubourgs annexés, la percée et les équipements, puisque la production des équipements conclus dans la conception haussmannienne, c'est-à-dire les mairies, les hôpitaux, les écoles, les prisons, les casernes, enfin l'ensemble des équipements accompagne l'annexion. Donc là, on est, je pense, dans une vision qui, pour l'époque, est une vision qu'on pourrait qualifier de métropolitaine. L'organisation et les travaux de ces nouvelles percées, j'ai mis ici le boulevard Arago, précède quelque part l'urbanisation à venir de cette ville qui a 500 000 habitants au début du siècle. On a 1,2 million, 1,3 million au moment de l'annexion et on aura 3 millions après la guerre de 14-18. Donc on est, si vous voulez, c'est un peu comme l'image de ce qu'on voit sur le Paseo de Gracia à Barcelone, qui est imaginé par Cerdas, et on voit l'espace public qui est construit, quelque part sur un modèle néo-alphandien, on pourrait dire, et le long de l'avenue, il y a 4 hôtels particuliers et 4 fermes. Mais on fait d'abord ces travaux d'équipement. Bon. Et le boulevard Arago, on voit d'ailleurs, et tout ça procède vraiment de la science des ingénieurs, hérité de le nôtre, c'est-à-dire on est complètement dans la logique de déblai-remblai, économie globale des travaux, à une échelle territoriale, puisque là ces images, en fait, je les ai empruntées je me rappelle plus son nom, elle a fait, je crois qu'elle est dans la salle. Ah oui, Géraldine Texier, qui a fait un remarquable travail sur la place d'Enfer Rochereau. Bon, et on voit bien, celui que par exemple sur le boulevard Arago, qui est sur des terrains de carrière, en fait, le boulevard est étayé par un aqueduc pour pouvoir tenir dans ce système de déblai-remblai, et que quand il est livré, il est encore dans l'état de la photo que l'on voit, et que petit à petit, notamment avec la construction de la caserne de la Santé par Vaudremeur à la fin des années 60, un peu en 67, je crois, l'urbanisation petit à petit va s'installer autour de ce boulevard. Donc ça, je le rappelle, si vous voulez, comme élément de contexte dans la discussion que nous avons eue, parce que ça me semble important de remettre tous ces éléments de cadrage. Alors, que va faire on a évidemment... Je ne vais pas reprendre toute l'histoire du service et des promenades. Ce que j'en retiens, si vous voulez, pendant la première période de la carrière d'Alphand, c'est qu'il met en place un laboratoire pluridisciplinaire, cela a été dit, de transformation de la ville, et qui est au cœur de la mécanique haussmannienne. Et ça, je vais essayer un peu un peu plus le développer, parce que ce processus et les questions auxquelles il touche sont complètement, à mon avis, moi qui ai vécu dans les services de la ville de Paris de 85 à 2016, génétiquement, à mon avis, présent dans la façon de penser et de faire la ville. Alors, bon, on a dit, vous connaissez d'abord le bois de Boulogne, ensuite le boulevard de Sébastopol, l'avenue de l'Impératrice, toutes ces questions-là. Mais
Je vais juste, si vous voulez, l'illustrer. Alors, en commentant 2 planches, il pourrait y en avoir d'autres, mais 2 planches des promenades. On pourrait aussi, parce qu'on n'a pas cité, et c'est à mon avis, c'est du même impact, c'est-à-dire que le livret qui est distribué sur l'Expo universelle de 89 est tout à fait dans la même veine. C'est-à-dire, il raconte la même histoire que les promenades. C'est la même qualité, c'est un document absolument extraordinaire. Mais je vais juste prendre ces 2 planches pour montrer que, y compris dans la comparaison qui a été faite avec d'autres époques, on dit plus de choses. Si je regarde toutes ces planches, et notamment la planche du boulevard Sébastopol, au-delà de ce dessin, elle nous raconte au moins 3 choses. La première, c'est qu'on montre l'espace public par rapport à ses limites, et qu'il y a une très claire définition des limites entre la voie publique, le terme voie publique, qui est le terme générique de tous les dessins des voies publiques, est un terme qui apparaît uniquement en 1848, parce qu'en 1848, on a consacré le fait que construire des égouts et construire des trottoirs, c'est le même combat, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, et que le service des eaux et le service du pavé fusionnent, avant ça s'appelait le service du pavé, pour devenir le service de la voie publique. Le terme est important par rapport à ce qu'on entend par domanialité publique, il est si important dans ce qui est l'ancêtre, quelque part, du code de l'urbanisme et de l'urbanisme, parce que les règlements d'édification des rues en bordure de cet alignement virtuel qui est le trait de coupe qui symbolise la répartition entre le domaine public et le domaine privé, ces règlements s'appellent des règlements de voirie. Jusqu'à 1945, les règles d'urbanisme sont des règlements de voirie. À Paris, il y a des générations de règlements. Alphand, d'ailleurs, dans la deuxième partie de sa carrière, va avoir à cœur de faire rééditer l'ensemble de ces règlements, des lettres patentes au droit coutumier, en passant par l'histoire de la grande et de la petite voirie. Tout ceci fait corps, et donc on comprend qu'il y a un lien entre les règles d'édification des bâtiments en bordure des voies publiques, les règles de nivellement et d'alignement. On a pour la première fois, et c'est la première fois dans une grande ville, établi par triangulation le plan en X, Y, Z de toute la ville. Ça ne s'était pas fait auparavant. La seule fois où ça s'était fait auparavant, c'est par les héritiers de Darcy, c'est-à-dire les gens qui vont être amenés à distribuer l'eau du canal de l'Ourcq dans la ville. Là, il y a maintenant des recherches qui le montrent, et qui permettent, à partir des progrès, notamment des polytechniciens sur la mécanique des fluides, de distribuer l'eau qui est arrivée au canal de l'Ourcq dans un système hydraulique qui fonctionne à l'échelle de la ville. C'est la première fois on raisonne en X, Y, Z sur la mécanique des fluides, qui, à mon avis, a un rôle très très important dans tout le génie urbain du XIXe siècle. Ces histoires de flotte et de fluides traversent quasiment tout le génie urbain de l'époque. Et donc c'est à partir de ces règles de nivellement et que l'on va pouvoir dessiner le réseau des percées, et que l'on va pouvoir reconstruire la ville où alignement et nivellement se conjuguent avec l'établissement des voies publiques, le calcul des réseaux entre fonds du réseau des égouts, ça c'est très important. Donc deuxième élément, c'est qu'on voit apparaître sur le même plan l'urbanisme souterrain qui est, et ça c'est vraiment révolution industrielle, le porteur de tout ce que le génie urbain va amener comme confort à la ville. Alors ça commence par les égouts dans lesquels on a les eaux pluviales, on a le tout à l'égout qui arrivera juridiquement à la fin du siècle, mais les eaux industrielles, les eaux, l'eau potable, le réseau d'air comprimé, qui pour la petite industrie est très très important, et puis déjà sous terre, et on voit, c'est bien figuré, les premiers réseaux de gaz, ensuite les réseaux d'électricité, les autres réseaux, et à telle enseigne d'ailleurs ensuite, exactement sur le même mode de construction que les réseaux d'égouts, dont les plus gros collecteurs avaient la taille d'un tube de métro, à la fin du siècle, et par les mêmes ingénieurs, le début de la construction du métropolitain. C'est la même école, c'est les mêmes hommes, c'est la même continuité qui fabrique ces ouvrages. Donc la différence, si vous comparez cette planche avec les planches de Cerda, vous verrez que le sous-sol de Cerda est extrêmement archaïque. Il est sur la maçonnerie romaine, on pourrait dire. Et dans les plages de Belgrand, là j'ai pas le temps de développer, on le montre de la même façon, les égouts à l'ancienne et les égouts modernes. Pourquoi les égouts modernes? Parce que les Anglais ont inventé l'ovoïde, et que l'ovoïde, construit en maçonnerie de briques, coûte 10 fois moins cher que la construction romaine maçonnée avec son radier et sa clé de voûte. Voilà. Donc on a l'urbanisme souterrain, qui va être quelque chose de très important dans le développement de la ville, et on a la troisième chose, l'art d'Alphand, c'est-à-dire l'art d'agencer
l'aération, les espèces variables et les promenades de Paris, avec tous ces ingrédients, si je puis dire, qui sont développés dans cette planche qui a été montée également plusieurs fois, mais que je vais là également un peu plus développer, parce qu'elle nous dit beaucoup de choses, en fait, cette planche. Alors, évidemment, elle nous dit la plantation des arbres dans une tranchée de terre végétale, qui est une tranchée continue de terre végétale, qui sont plantées tous les 6 mètres. Non, pardon, qui sont plantées à l'époque, selon les endroits, à des espaces plus importants, de telle façon que quand ils se développent, on peut en enlever 1 sur 2 pour planter les rues qui ne sont pas loin, et que dès que le trottoir, mais ça on le sait avant Alphonse, c'est-à-dire que dès que le trottoir a une certaine largeur, déjà dans les années 1840, on estime qu'à 4,50 m, on peut planter des arbres dans les rues. On ne fait pas de façon systématique, mais ce concept existait. On va commencer à planter des arbres, et ce qui est différent, mais ça je pense que vous le savez toutes et tous, c'est que on va faire des pépinières et on va cultiver l'ensemble de ce qui est nécessaire à l'arboriculture urbaine qui est naissante. Donc il y a des traités d'arboriculture urbaine, le meilleur sera produit après par Charguereau sur l'art des plantations des arbres d'alignement, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a une concordance entre la façon dont on taille les arbres, la façon dont on éclaire les rues, donc là le candélabre est à 4,50 m, et la façon dont on règle le soubassement des bâtiments et donc des entrées d'immeubles et des devantures du commerce et du beau commerce qui arrive sur les promenades, qui est dans le règlement à une cote nettement supérieure que les étages courants des bâtiments que l'on va construire. Donc ceci fait bloc, si vous voulez. Et ça, alors évidemment, c'est pas sans ça je vais épuiser tout mon temps, mais il faut voir comment l'ensemble des compétences, si vous voulez, que ce soit le nettoiement, l'éclairage public qui était de la compétence du préfet de police jusqu'en 1860, le vidage, les vidanges, parce qu'on n'est pas encore dans le tout à l'égout, comment extrêmement astucieusement, en 1859, Alphand récupère ses compétences dans son service des promenades et plantations, parce que lui, il a compris que ce sont des outils pour développer son ambition, quelque part, qui est de faire en sorte que, sur le territoire expérimental des percées et des promenades et des jardins, on forge une doctrine qui pourra ensuite être étendue à l'ensemble des voies publiques de la ville. Je pense que le projet, l'idée, c'est celle-ci. C'est donc de définir dans ce service, avec tout ce qui a été dit, alors évidemment, ces questions du mobilier urbain, je ne m'étends pas, mais il y a cette idée qu'il est le creuset d'un renouvellement de la pensée de la ville. Alors, encore une ou deux choses qui sont importantes par rapport à cette histoire, et qui sont, si je puis dire, pas simplement parisiennes, mais qui vont beaucoup, je pense, influencer la question de la domanialité publique. On a un petit peu parlé du système des concessions. Bon, Alphand récupère également, en 1859, l'ensemble des concessions. Ça paraît secondaire, mais en fait, les concessions, il est dans cette idée, et qui est présente, et Haussmann le dit très clairement dans le tome des mémoires qui consacre à la voie publique, que la domanialité publique est utile, mais elle rapporte également à la collectivité. Et il y a toujours, dans les états des dépenses, les dépenses et les recettes. Et les concessions, c'est une concession du domaine public à des concessions privées. On en a parlé tout à l'heure, je ne sais plus sur quel exemple, je crois qu'il y a un exemple qui a été cité. Non, il y a les restaurants, mais il y en avait d'autres qui m'amusaient parce que je ne le connaissais pas. Mais évidemment, il y a ce qu'on connaît avec les colonnes Maurice, qui est quelque part le premier, mais il va y avoir le développement des transports en commun hippomobiles, qui est une concession, qui vont d'ailleurs suivre des mouvements de concentration. Il y a les concessions données en sous-sol, par exemple, à l'éclairage au gaz. Tout ceci, ce sont des concessions payantes, si vous voulez, à la collectivité. Et cette notion du développement des concessions, et Alphand a très très bien connu cette question, déjà dans l'aménagement des quais de Bordeaux dont on a parlé la première matinée, parce que sur le quai, il y a également des concessions, si vous voulez, qui sont créées. Et donc il introduit cette question des concessions qui va être
une donnée très importante et qui l'est encore dans l'aménagement de l'espace public. Ça, je pense, c'est quelque chose qui est un peu une invention de la ville du 19e et qui va peser énormément sur ensuite la conception des ingénieurs hygiénistes municipaux de la fin du siècle, avec les lois d'autonomie municipale qui, les années 1880, donnent au service des villes un peu des premières infrastructures techniques qui permettent de développer les villes. Il y a une influence considérable, si vous voulez, de ce qui fait à Paris sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième aspect qui est très important et qui a été développé, je crois, je ne me rappelle plus le nom du polytechnicien qui nous a dit était-ce un polytechnicien savant ou un polytechnicien technocrate, c'est plutôt un polytechnicien technocrate, mais il est complètement dans l'idée de l'économie mixte. Et ça, c'est également très très présent, si vous voulez comparer, par exemple, au modèle anglais qui n'est pas du tout sur les mêmes registres en matière de génie urbain, mais qui s'exprime par des choses qui sont encore extrêmement présentes dans les services aujourd'hui, c'est que de la même façon que on n'achète pas, enfin, on produit ses propres armes, quelque part, où on peut en acheter, ça a été dit, mais on produit ses propres matériaux. C'est-à-dire que, par exemple, sur la nécessité du pavage, de l'alimentation en matériaux de l'ensemble du domaine, dès cette époque, les marchés de fourniture sont séparés des marchés de pose, et ce ne sont pas les entreprises qui achètent leurs matériaux, mais c'est l'administration qui achète les carrières, ou quand on va développer le pavage en bois, achète des forêts des Landes et crée sur le territoire parisien près des usines Citroën, les usines de fabrication des pavés de bois, et cette idée très présente que les choses se font en régie. Et ça, c'est très très présent, si vous voulez, dans toute la production de l'espace public urbain du XIXe siècle. Et ce qui est assez extraordinaire quand on le regarde avec les yeux que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est fait avec des équipes, en fait, assez restreintes. Assez restreintes. Là, voilà, c'est l'organigramme. On a travaillé sur ces questions avec Vincent Sainte-Marie-Gauthier, mais voilà, en 1856, il y a 118 personnes. Comme permanent, je ne parle pas ensuite de tous les ouvriers, les piqueurs, etc., qui sont sur les chantiers à la surveillance, mais le service qu'on appelle le service intérieur, où ça porte un nom qui m'échappe, et il n'y a pas tellement de monde, quoi. C'est une agence pluridisciplinaire qui fait absolument l'ensemble des travaux de transformation dont nous parlons depuis 2 jours. Alors, je termine un peu cet élément de complément à des choses qui ont été dites, si vous voulez, pour montrer que ce qui est quand même assez spécifique, ça sont des choses que l'on avait reconstruites dans le cadre de recherche sur le génie urbain à Paris avec Sainte-Marie-Gauthier, mais on voit très bien, si vous voulez, que en 1860, Alphand va récupérer des tas de compétences, un peu ce que j'ai dit, qui étaient avant encore des compétences éclatées, parce que j'ai parlé de l'éclairage, c'est simple, l'éclairage c'est une question de sécurité, si vous voulez. Et donc, ça a toujours été donc, de la compétence du préfet de police, de la même façon que le curage des vidanges. Il n'y a pas encore le tout à l'égout. Les vidanges, c'est les fosses d'aisance. C'est vraiment quelque chose d'assez archaïque. Mais en même temps, ça va renvoyer à la question de la propreté, la question ensuite des décisions prises par poubelle, beaucoup plus tard, du ramassage des ordures, et donc de la propreté, de l'entretien des voiries. Tout ça est déjà concentré, si vous voulez, dans, en fait, un morceau de l'administration qui va prendre beaucoup plus de pouvoir par rapport aux autres. On voit que cohabite dans un premier temps, après la commune, le service de Belgrand. Non, je pense, enfin on en a pas mal discuté avec Chiara Santini qui a pu travailler sur ces questions, mais c'est parce que Belgrand est plus ancien. Dans la promotion des ingénieurs qui est gérée par le corps des ponts et chaussées, on a compris que Alphand est un peu un petit jeune. Enfin, je veux dire, il a fallu qu'Haussmann se batte vraiment pour qu'il accède au rang d'inspecteur général, alors que Belgrand est là depuis beaucoup plus longtemps, et cohabite le service de Belgrand jusqu'à la mort de Belgrand. Mais à la mort de Belgrand, tout ça est fusionné, effectivement, dans la direction des travaux. Et juste cette direction des travaux va éclater, effectivement, après la mort d'Alphand, parce que depuis assez longtemps, la gauche du conseil municipal, la gauche républicaine du conseil municipal, critique le pouvoir exorbitant en fait, des techniciens ou des ingénieurs. Je cite cette phrase du conseiller Sauton, qui date d'un rapport
qui a fait date au conseil municipal. Si l'on veut bien observer que l'esprit de camaraderie qui unit les ingénieurs, le corps des ponts et chaussées, est légendaire, que le directeur des travaux, les ingénieurs en chef, les ingénieurs ordinaires font partie de ce corps, on conviendra facilement que l'action du conseil municipal ne puisse être que très bornée. Et en fait, si vous voulez, on attendra 3 ans, en fait, après la mort d'Alphand pour faire une réorganisation en profondeur de l'administration parisienne pour mettre cette très puissante direction des travaux sous le contrôle administratif et financier parce que, 1, elle n'est pas contrôlable et 2, va se poser la question de l'emprunt pour la construction du métro qui est quand même à poser dans des termes, je dirais pour l'époque, pour les conseillers de Paris, dans lesquels ils ont des engagements et des responsabilités qui marquent quelque part la tournure dans l'histoire des services. Ce qui explique d'ailleurs que c'est à ce moment-là, effectivement, que disparaît, même si elle a eu encore un certain poids, la direction des promenades dans les conceptions alphondiennes, pour qu'elle soit rattachée à une direction de l'architecture, avec les 2 conservateurs, ce qui a été dit, qui ont chacun en charge la moitié de Paris, donc c'est les conservateurs des bois, qui règnent sur la moitié du territoire parisien, des promenades, mais les arbres sont déjà repassés à la voie publique, hein, les arbres. Ça, ils reviendront au parc et jardin beaucoup plus tard, et que d'autre part se détache une grosse direction des services techniques qui, avec la construction du métropolitain, en tout cas, va être un peu le gène, je pense, de ce que sera ensuite la direction de la voirie au sens où elle existe aujourd'hui. Hein. Donc voilà assez brièvement, si vous voulez, sur des éléments de contexte qui me semblaient nécessaires de rajouter à ce qui a été dit pour quelqu'un dont c'était le métier de travailler là-dedans, donc j'ai peut-être un regard un peu plus attentif à ces questions-là. Alors, bon, rupture et continuité, il me reste 5 minutes, c'est ça ? Bon, c'est fini. Bon, rupture et continuité, il y a toujours un peu de rupture, un peu de continuité. Il y a eu des périodes où il y a franchement des grosses ruptures avec la mécanisation de la voirie. Il y a d'autres périodes où, avec les temps modernes, il y a une rupture beaucoup plus importante également. Là-dessus, j'ai trouvé une phrase qui est... Mais bon, oui, c'est l'avenant sur le mouvement moderne, parce que le mouvement moderne, il a pensé que, en fait, mettre des jardins au milieu des immeubles, il n'était plus la peine de construire des parcs et jardins. Et je trouve que l'avenant, dans son histoire de Paris, il y a une petite phrase que je ne peux pas m'empêcher de vous citer. Il dit, parce qu'avec ironie, il dit que les murs cessent d'être parallèles, c'est l'affaire des architectes. Mais plantations et bâtiments mêlés représentent-ils vraiment l'espace vert dont on souhaite se reposer loin du bruit de la ville ? Bon, c'est-à-dire, quelque part, en 3 mots, il a compris, il dit que voilà, le mouvement moderne, avec ses conceptions, ce n'est pas la continuité des parcs alphondiens et des promenades alphondiennes. Et ce que je pense, alors, je vais aller rapidement, puisque il y a une deuxième période il y a une période néo-alphondienne qui précède l'élection du maire de Paris, qui apparaît dans le consensus intellectuel, si vous voulez, je pense, apparaît très clairement. Alors bon, tout ça, j'ai écrit un article pour le colloque, donc je le détaille évidemment dans l'article. Là, je n'ai pas le temps de le développer, mais dès le début des années 70, dès la fin des années 60, alors il y a un consensus sur le pompidolisme, hein, l'affaire de la tour Montparnasse, des voies sur berge, quelque part aussi l'histoire de la radiale Vercingétorix. Et quand vous lisez les revues de l'époque, que ce soit les revues du ministère, avec les revues officielles du ministère ou les revues militantes, hein, tout le monde parle un peu de la même chose quand même, hein, si vous voulez. Espace et Société, dirigé par Henri Lefebvre et Anatole Kopp, ils réintroduisent le droit à la ville. Et les cahiers de la recherche urbaine créés par le ministère en 76-77, vous lisez les textes, vous y trouverez Paneret, vous y trouvez Loyer. Bon, tous ces gens-là, il y a je pense, une révolution culturelle, ou je dirais un consensus culturel qui fait un peu le lit des 30 Glorieuses, quelque part, et revient à une autre conception de la ville. Donc, ça, je m'étonne pas. Il y a en même temps un certain nombre d'autres facteurs qui vont faire que on va revenir quelque part à Alphand, à mon avis, ou enfin à Haussmann, incontestablement dans la doctrine, puisque c'est le retour à la ville. Donc le plan d'occupation des sols va raconter une autre histoire, puisque la ville va s'édifier le long de ses espaces publics, ou se renouveler le long de ses espaces publics. Et
elle est impulsée évidemment par la petite équipe. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient aux 50 ans de la Pure, mais Subilo a très bien expliqué en quoi une petite équipe un peu farfelue qui arrivait avec des idées nouvelles pouvait en fait faire beaucoup de choses. Et elle est là bien avant l'élection du maire, et elle fait le nouveau POS. Et elle fait le nouveau plan d'urbanisme directeur de Paris, dont je vais montrer 2-3 images, qui sont une vraie rupture avec la période antérieure. J'ai interviewé le fils de Cabana et un certain nombre de personnes pour travailler sur cette période. Si vous voulez, quand Jacques Chirac est élu, on lui dit qu'il y a déjà des documents d'urbanisme, il dit c'est absolument pas intéressant, on va lancer la révision. Cabana, Bernard Rocher, Ligène lui disent attendez, non, monsieur le maire, pas du tout, c'est très bien, on va travailler sur ces bases. Et il les croit, et il le fait bien volontiers. Alors j'ai retrouvé aussi, si vous voulez, parce que c'est pas des citations d'un type dont on pourrait pas, qui est de Bernard Lafay. Alors bon, j'ai peut-être pas Bernard Lafay qui est écrit une petite brochure en 74, dans lequel quasiment tout ce qui est fait encore aujourd'hui est à peu près cité. Tout. Alors je vous en lis un passage. Et cette brochure est publiée par un club présidé par Edgar Faure, donc un peu les réformistes de l'époque, les réformistes éclairés de l'époque. Et voilà ce qu'il dit. Il fait l'état, et le diagnostic est unanime, de la carence structurelle en espaces verts de Paris, surtout à un moment où on commence à compter le nombre d'espaces verts relatif au nombre d'habitants. Il y a des nouvelles normes qui apparaissent, qui font qu'on réfléchissait à tout ça dans des termes un peu d'équité d'offres par rapport au territoire et à la population, et y compris le 6e plan qui est en charge de ça. Il y a plein de rapports qui disent attendez, à Paris ça va pas du tout, il n'y a pas assez d'espaces verts, il faut faire un effort très important, etc. Bon. Et alors il dit planter 60 000 arbres supplémentaires au cours du dernier quart du XXe siècle, en 15 ans, 85 hectares d'espaces verts nouveaux grâce à des opérations de rénovation urbaine, créer 69 hectares de réserves d'espaces verts localisés sur 70 emplacements dans Paris en attente d'un plan de financement, négocier avec l'État l'acquisition de 90 hectares mal utilisés du domaine de la SNCF pouvant être transformés en termes en espaces verts, dont 70% pleine terre et 30% sur dalle, clin d'œil sur Paris et gauche, il écrit 174, ouvrir au public 75 hectares des 300 hectares d'espaces verts privés recensés à Paris, créer un semis de verdure dans Paris, verdissement des cours pavés, des murs plantés, protection des espaces verts privés, il écrit ça en 74, futurs espaces intérieurs protégés du poste de Paris, ai-je rajouté, et créer des cheminements piétons verts dans la ville. Ce texte est écrit en 1974. Bon. Donc il y a, si vous voulez, il y a un consensus sur cette question, et la Pure va faire un très très beau travail, alors je suis obligé d'accélérer, si j'ai bien compris, sur l'état. Je vais quand même montrer cette carte. Il y a un très très gros travail sur l'état des espaces verts parisiens entre 70 et 77, qui va en 77 déboucher sur un document cadre, un document programme. Là, j'ai des esquisses, si vous voulez, je vous ai photographié des esquisses de ce que ça pouvait donner au début des années 70. C'est-à-dire, c'est pas le plan qui va être proposé par la Pure en 77, il est plus déjà présent dans le SDO de la ville de Paris, et le SDO, quand on regarde ce document, là, je ne peux pas le détailler légende par légende, mais quasiment tous les emplacements des nouveaux grands espaces verts sont dans ce document, qui est adopté par le Conseil de Paris en 77, et ils vont être réalisés, si vous voulez. Ce qui est extraordinaire, c'est que on va réaliser entre 81 et 99, 141 hectares d'espaces verts dans Paris, soit plus qu'Alphand en a réalisé hors les bois, si je rajoute le parc de la Villette, d'accord, que quand il était sous l'autorité d'Haussmann. Bon, donc, en accélérant un petit peu, si vous voulez, je montre ces cartes qui sont la situation des espaces verts parisiens en 81. Donc, on a tous espaces verts confondus, accessible au public, 930 hectares, et ici, on a ce qui est réalisé pendant cette période 81-99. Bon, je les cite pas, je pense que là, on est quasiment, pour beaucoup d'entre nous, nous les connaissons, évidemment, et quoique encore, on n'ait pas rajouté à cette carte ce qui constitue la réhabilitation des grandes promenades publiques. Donc on va, évidemment, ça c'est les numéros de Paris Projet, dans lesquels on va
Et là, je crois qu'on est un peu dans l'état d'esprit des promenades, c'est-à-dire qu'y compris dans la façon dont graphiquement on va représenter l'ensemble de ces réalisations avec un même vocabulaire, des dessins à codage unifié, on va retrouver, en tout cas dans la façon de fabriquer les projets, à mon avis, même si c'est pas consciemment exprimé, quoique dans le numéro de Paris Projet qui paraît en 93 sur les espaces publics, les termes sont incontestables, puisqu'on y parle de réhabiliter un héritage. Mangin, sur le boulevard Richard Lenoir, explique, je ne me rappelle plus le titre, mais que l'apparente simplicité est en réalité extrêmement difficile à faire, et qu'il va essayer de s'y employer. Et la Pure, avec le schéma de mise en valeur des canaux de la Seine à la Villette, qui est un schéma qui date du début des années 80, travaille déjà sur des vocabulaires d'aménagement et de gamme qui se rapprochent de la réflexion de ce qu'on voit dans l'équipe d'Alphand. Il faut se rappeler que le bassin de la Villette, il est fermé par des grilles et c'est un port au début des années 110. C'est-à-dire que l'espace n'est pas accessible à la population parisienne, n'est-ce pas ? Et la consultation sur la réhabilitation du boulevard Richard Lenoir s'appellera la renaissance d'une promenade. Donc ça sont évidemment les planches d'Alphand pour réunifier les quartiers. Et le dessin du projet adopté de Jacqueline Hosty avec David Mangin, partant sur une réinterprétation en termes de vocabulaire, je pense même en termes de choix d'arboriculture, s'inscrit quand même dans, à mon avis, une adaptation contemporaine de l'esprit haussmannien, et c'est très présent. Si vous voulez, là je mets deux planches, et chaque fois les planches des projets présentent les choses un peu de ce point de vue, avec les gammes de mobilier, les gammes de végétaux, pareil avec Bernard Huet sur les Champs-Élysées, si vous voulez, où on pourrait dire pareil avec le percement de l'élargissement de la rue de Flandre avec Marc Berry, ou l'avenue d'Italie avec Corajou et Pierre Gonnieux. Hein. Alors c'est également à cette période que je suis obligé d'aller vite, parce que ce que j'ai omis de dire et qui est en fait très important, parce qu'on est encore là-dessus, Jacques Chirac va complètement réorganiser l'administration préfectorale en restructurant des directions par projet. Hein. Et dans ces directions par projet, il va également reprendre, d'abord, pourquoi par projet ? Parce qu'il y a la loi sur l'architecture et la loi MOP. La loi MOP, c'est on arrête de tout faire en interne. Donc on confie quand même, on apprend le métier de maître d'ouvrage pour confier les projets à la maîtrise d'œuvre privée, enfin c'est aux concepteurs, aux paysagistes, aux architectes, mais en même temps, si vous voulez, à la même époque, par exemple la direction de la voirie, qui a quand même construit le périphérique, le dernier des grands chantiers alphandiens, se crée une section projet et fait venir, ce qui ne s'était pas passé depuis Daviou, des architectes dans ses services. Et elle va entretenir une production interne, comme le fait également la direction des parcs et jardins, qui vient à la fois cultiver positivement architecte en ingénieur pour franchir un cap en termes de qualité, et mieux dialoguer avec le processus d'engagement des grands travaux qui sont réalisés pendant cette période. Et c'est également une période où, de façon assez transversale, d'abord est créée une commission du mobilier urbain. Alors cette commission du mobilier urbain qui est créée par Jacques Chirac, elle s'est réunie pour la dernière fois en 2011. Et j'ai regardé l'ordre du jour. Est-ce un présage ou un mauvais présage ? Je ne sais pas. L'ordre du jour était les mobiliers intelligents. Depuis, elle ne s'est jamais réunie. Et je pense qu'aujourd'hui, elle aurait du mal à se réunir, d'ailleurs. Bon, c'est une autre question, mais c'est également, si vous voulez, une période où il y a un effort de transversalité et de travail entre les directions pour se réapproprier quelque chose d'un héritage technique au travers des guides sur le nivellement, des guides sur les matériaux, de guides sur le mobilier et classifié et inventorié pour aider la commission du mobilier urbain. Donc je vous mets ici quelques images de ces guides qui sont produits de façon collective par l'ensemble des services à la fin des années 90 ou au milieu des années 90. Bon, c'est grosso modo ce qui influence, si je puis dire, la production courante des espaces nobles et des espaces courants de l'espace public parisien pendant ces 20 années. J'en ai mis ici quelques exemples où on voit très bien
alors aujourd'hui, les termes évoluent, on parle de végétalisation ou de plus de végétalisé, mais je pense que, attendez, à mon avis, les espaces verdoyants, le verdissement, la végétalisation, pour moi, c'est un peu le même combat. Enfin, on en discutera demain, mais on est dans la même logique. Et quand, ensuite, même au début de la municipalité dirigée par Bertrand Delanoë, lorsqu'on retravaille sur les tramways des Maréchaux, quelque part, on retravaille dans le même état d'esprit. Hein. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, parce que le reste, engager des polémiques sur d'autres questions, et que l'on aura largement le temps d'en débattre demain. Et j'ai épuisé mon temps de parole, je crois. Hein. Voilà. On a combien de temps ? 10 minutes, oui, donc c'est très court. Alors, des questions. Est-ce que... Ah oui, il faut rester là. Oui, ah bah oui. C'est pas terminé. Bon, les actes du colloque vont paraître très vite après le colloque, donc ce qui n'a pas été complété dans les différentes interventions, vous pourrez l'avoir dans les textes, y compris une partie des documents. Je profite de l'exposition de Bernard Landau qui vous avez eu ici dans nos PowerPoint, donc y compris des documents qui n'ont pas circulé dans la presse, etc. On peut avoir les trois intervenants de cet après-midi ensemble à la tribune pour avoir éventuellement une discussion entre eux ou des questions qui se posent à l'un ou à l'autre. Quelqu'un veut intervenir ? Montrer les images qui suivent. Alors, j'avais une question à tous les intervenants en réalité de cette journée, parce qu'il me semble que on est parti hier avec des interventions historiques. On a mis assez en exergue le rôle d'Alphand en tant que directeur d'un service qui crée des espaces publics, et on a beaucoup insisté sur les parcs et jardins, alors qu'aujourd'hui il y a une question qui est celle de la voirie, de la voirie en tant que composition de la voirie, qui est plantation d'arbres, qui est mobilier urbain, qui devient au centre de cet héritage. Donc, au-delà de toute une tradition horticole, de style des jardins, c'est cet élément qui revient autant d'un point de vue de la composition. Donc, j'avais noté structure de la voirie comme support de l'espace public. Cette voirie et ce mobilier qui fait encore aujourd'hui sens, signature, identité de la ville, etc. Et cette signature de la voirie par notamment l'immobilier urbain, dont on parle jamais assez, qui devient aussi patrimoine. Donc, je pense à l'intervention de Stéphanie ce matin, qui a monté des grilles qui ont été retirées et qui pourtant définissent aussi non seulement la voirie, mais la composition même du jardin. Donc, je voulais savoir quelle est votre opinion sur déjà la recherche. Il faudrait avancer dans la recherche, bien sûr historique, mais aujourd'hui, par rapport à cette thématique sur une longue durée à partir du XXe siècle, donc c'est la thématique de la journée, qu'est-ce qu'on fait pour cette voirie? Est-ce que vous pensez qu'on est encore conscient de cet héritage? On la voit réapparaître? Est-ce qu'il y a vraiment des politiques? Moi, je la vois bien en tant qu'historienne, mais bon. Je reste ancré au 19e siècle. Tu veux le répondre ? Mais oui. Moi, je peux juste répondre sur la question de la voie comme projet. Enfin, c'est ce qui m'intéressait dans le travail de Prost, et j'ai montré quelques croquis sur la côte varoise. Et les documents d'études sont très très intéressants parce qu'ils montrent qu'ils se posent la question du positionnement du tramway latéralement ou centralement par rapport à une logique d'évolution de la voie de 6 mètres à 30 mètres, et qu'à un moment donné il y a deux hypothèses: le tramway se développe d'un côté, la voie s'élargit de l'autre, ou la voie s'élargit de part et d'autre des tramways, et à quel endroit on plante pour pas couper les arbres. Donc ça, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a une question enfin, si j'entends, c'est la manière dont j'entends votre question, c'est comment la voie est objet de projet.
Et alors que c'est pas forcément ce que font les architectes ou ce qu'on leur apprend à faire. Et c'est peut-être là, par rapport à une observation que me faisait Eric Alonso sur ma présentation, c'est que peut-être que l'héritage dans Prost, c'est plus sur cette question comment on compose la voie comme un projet, et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans tous les traités d'urbanisme. Je vais aller très très vite au début, mais parce que on n'a pas le temps de développer, mais cette manière de composer et organiser la voie, tu pourras en parler mieux que moi, mais ça, je pense que c'est vraiment important, et on le voit clairement dans les projets de Prost, notamment sur la côte varoise, à la fois dans la coupe d'évolution vers le boulevard, et dans la coupe aussi qui évolue suivant la topographie et la coupe en travers, qui est héritée, je pense, d'un savoir français sur des blés remblés, équilibre, et qui amène à un moment donné à se poser cette question quand on n'est plus sur un terrain à plat. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Il y a toutes les études d'Hénard sur la voirie. Dès le début du siècle, ça passe par des études... Il y a tous les projets de Forestier. La première intervention de Forestier dans le tissu, c'est cette voie pour ouvrir l'exposition qui est derrière les Invalides. C'est les grands boulevards. Les premiers dessins qui sont ici dans les archives, c'est sur la voirie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le jardin ne quitte son rapport à la voirie qu'après les Siam. C'est quand le jardin devient espace vert. Il rentre dans les îlots, il rentre sous les immeubles. Mais sinon, il est directement lié à la voirie. Il faut mettre de l'eau, il faut apporter de l'eau, il faut venir en dehors de tous les problèmes. Mais, quand on met en perspective à la fois, comme dans le dernier exposé par exemple, le savoir-faire et l'intelligence urbaine des ingénieurs du corps des ponts dans le 19e siècle et encore au début du 20e, et qu'on passe dans les années dites des 30 glorieuses à des ingénieurs du corps des ponts aussi qui fabriquent tout à fait quelque chose de totalement opposé. Est-ce que il faudra que, en définitive, les architectes, ceux de la pure, renversent la chose, les architectes et les historiens renversent le pouvoir fort du corps des ponts associé au pompidolisme, grosso modo, à la version de la ville qui est pensée à ce moment-là? Est-ce que s'il n'y a pas un rapport, est-ce que ça ne mériterait pas d'être réfléchi avec la perte de l'enseignement dans les écoles d'ingénieurs françaises, du dessin et de la culture? Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école centrale, j'ai fait en 3e année l'option qui s'appelait architecture et urbanisme. Bon, eh bien, je peux vous dire que c'était nul. C'était absolument nul. En particulier, par exemple, l'urbanisme, c'était comment on fait circuler les flux. C'était la seule question qui était posée, la tuyauterie. Or, effectivement, les Alphand et les autres ingénieurs dont on a parlé, effectivement, s'intéressaient évidemment à la tuyauterie. Alphand est même peut-être celui qui a le mieux pensé la question des réseaux, comme construction de la ville. Mais je pense qu'il y a vraiment eu une perte énorme de culture pendant à partir du moment où, précisément dans les grandes écoles d'ingénieurs en France, on n'a plus enseigné le dessin, l'architecture. C'est une question qui se pose toujours aujourd'hui, malheureusement, je crois. Est-ce que c'est pas aussi lié à l'après 68,
à l'arrivée massive de nouvelles personnes dans les écoles d'architecture. Et toute la problématique que tu poses, elle vient avec les équipes de Tafuri, avec les équipes italiennes, qui posent vraiment les problèmes de la ville en Italie, et on voit très très bien les professeurs des écoles d'architecture influencés à Paris, influencés par ces théories. Tu en fais partie aussi de toutes ces nouvelles études qui apparaissent à un moment, qui sont portées par l'Italie et par cette nouvelle réflexion sur la construction de la ville. Et la place des architectes qui reprend le flambeau. Certes, mais quand même, par rapport à la perte de savoir, à la perte de regard, oui. Mais des écoles des ponts qui s'est produite pendant cette époque-là. Oui, mais regarde ce qui se passe en 68. Ça remet en cause plein d'enseignements. Certes, mais pas tellement dans les écoles d'ingénieurs, que je sache. Un peu, quand même. Il y a un retour qui se produit, mais peut-être n'est-il pas encore suffisamment au point. Moi, par exemple, j'ai proposé à une certaine époque à l'école centrale de faire un cours d'histoire de l'architecture et de l'urbanisme. Eh bien, ça coulait complètement. Peut-être était-ce lié à mon passé particulier, un peu particulier, il faut le dire, qui faisait que l'école centrale n'était peut-être pas très fière de mon parcours à une certaine époque. Mais Bernard, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ça me préoccupe chaque nuit. Parce que je vous ai pas montré les photos qui suivent, mais je dirais peu importe. Non, parce qu'on va pas voir le débat, à mon avis, au niveau, enfin pas au niveau, mais sur les sujets sur lesquels on idéalise l'héritage alfondien. D'abord, il a fallu du temps pour qu'il s'installe, pour que l'ensemble de la ville soit équipé, pour qu'il soit redécouvert après les 30 Glorieuses, où tout cet art est devenu l'art des VRD, et heureusement, je pense que cette question, et qu'on le retrouve, moi je pense que avec la résurgence de la notion d'espace public, mais dans son Habermas, mais aussi appliqué au savoir-faire sur l'espace public, et la redécouverte de l'héritage d'Alphand et d'autres, dans les années 80, jusqu'à une période récente, les choses se sont plutôt pas mal passées, il me semble. Mais je pense qu'on est rentré dans une nouvelle période de turbulence. Et je fais un parallèle. Alors, vous allez me dire, je fais des réponses un peu philosophiques, mais je fais un vrai parallèle entre ce qu'a été le 19e siècle et ce que sera probablement le 21e siècle en tant que changement profond de paradigme. Et ça, c'est clair. On commence à y arriver. Et donc, le dessin du consensus, c'est-à-dire le travail sur l'espace, qui n'est mais absolument plus le problème aujourd'hui. Enfin, moi, quand je dis j'en dors pas la nuit, je veux pas dire ici ce que je pense des expérimentations sur réaménager ou réinventer les places, de tout ce processus, qui est quelque part, pour moi, la négation de 30 ans d'exercice, si vous voulez. Mais j'essaie de comprendre quand même. Mais ça veut dire que beaucoup de choses ne font plus consensus. Et donc le travail sur l'espace est nié en tant que travail de projet. C'est ça ce qui se passe, si vous voulez, je pense. Enfin, il y a tout un mouvement qui porte ça. Donc la finesse de la vision d'ensemble et du dessin de détail, qui est quand même, ça a été dit par beaucoup d'intervenants, caractérise le travail d'Alphand, de Steuben, tous ces gens-là, c'est-à-dire ils sont sensibles à la hauteur de marche. Enfin, je vous parle pas de la parabole Allard, revue par Formigé sur le calcul de l'écoulement de la lame d'eau dans le système du nivellement des rues parisiennes, qui fait en sorte qu'on puisse décennal, avec des paramètres variant selon que le pavé soit en bois, en porphyre, en granit ou en je ne sais pas quoi, la courbe n'est pas tout à fait la même pour
que chaque fois qu'on traverse la rue, la lame ne dépasse pas 4 cm et qu'on n'ait pas les pieds dans l'eau. Voilà le souci auquel on était arrivé. Et ça, même Bienvenue a repris des paramètres, etc., avant de construire le métro. Ces questions de relation entre le confort, la qualité, le travail de projet et le travail dans l'espace ne sont plus aujourd'hui à l'ordre du jour. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vis quotidiennement. Et le problème est là. Et pour que ça redevienne à l'ordre du jour, je pense qu'il faudra retrouver un consensus qui nous dépasse sur qu'est-ce que c'est que vivre et partager l'espace public. Non, mais c'est ce que je pense pour qu'on... Je ne veux pas confisquer. Les deux. Voilà 2-3 beaux sujets pour demain. Hein, c'est pas mal. Oui, si tu veux. Merci. Une question sur la répétition et la variation. Dans l'œuvre d'Alphand Forestier au Prost, où il y a cette idée d'un réseau, un système extensible, comment voyez-vous qu'il y a des possibilités pour la variation pour que tous les endroits ne finissent pas par paraître identiques? Je ne dis pas qu'ils sont identiques, mais comment est-ce que ça marche? Moi, je peux avoir une réponse par rapport à mon objet, enfin par rapport au travail de Prost. Cette question est très intéressante parce que Prost, il a un vocabulaire de réponse, mais qu'il adapte à chaque situation. Donc en fait, la réponse c'est ça, c'est qu'avant de faire un projet, il passe 1 ou 2 ans sur place à tout regarder avant de dessiner, et il trace les projets sur place, quasiment comme le faisait aussi Forestier. Et donc ça, c'est une des grandes caractéristiques de son travail, c'est de passer du temps sur les lieux et de faire un projet à la fois, quasiment. Pas toujours, mais quand il est au Maroc, il travaille sur le Maroc. Quand il travaille sur la Côte d'Arvoise, il travaille sur la Côte d'Arvoise pendant 2 ans. Ensuite, il travaille pendant 4 ans sur Paris. Il fait quelques excursions en dehors de ça et il termine sur Istanbul. En fait, il arrive en conséquence, il arrive à avoir une connaissance du terrain très fine sur la topographie et sur aussi les usages, sans qu'elle soit formalisée ni théorisée dans sa pratique. C'est-à-dire qu'elle est intégrée au projet, elle est comme directement dans le dessin. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dans la recherche que j'en ai fait. Et donc, ça, c'est une forme de réponse par rapport à l'écueil de la standardisation, si vous voulez. C'est la géographie qui définit chaque ville aussi. L'espace urbain est dépendant de la géographie. Il n'y a pas de ville semblable. Il n'y a pas de... C'est clair. Dans ce débat, il y a quand même, pour avoir... il y a des cultures... comment dire les choses autrement, souvent avec des étudiants, on s'amusait à leur dire on vous bande les yeux, on vous largue en parachute dans une ville et vous allez reconnaître dans quelle ville vous êtes à 4 ingrédients ou à 4 éléments qui structurent l'espace sur lequel vous êtes. Et je pense que bon, vous avez compris que c'est un sujet qui m'intéresse, donc bon, mais il y a une logique, par exemple, du traitement de l'espace public et de la voirie aux États-Unis, qui est très forte, en fait, qui est simple, rationnelle, qui a ses propres critères techniques et esthétiques, et il suffit d'aller voir Chicago ou New York pour comprendre qu'il y a une vraie cohérence de l'espace public. Enfin, à mon avis, il y a une vraie cohérence, si vous voulez. Et alors, je ne parlerai pas de Lisbonne et des Portugais, où quand vous arrivez au Brésil, vous vous demandez comment ça fait que dans toutes les petites villes, vous retrouvez des dessins de Calade. Enfin, moi, c'est toujours un truc qui m'a... Et quand vous allez à l'autre bout de l'Asie, là, à côté de Hong Kong, à Macao, vous retrouvez l'identité des villages portugais, quoi, si vous voulez. Et quand vous êtes en Italie, vous comprenez pourquoi la tradition de l'Empire romain... inhibe encore le traitement de l'urbanisme et des espaces italiens. Donc je pense qu'il y a aussi des cultures transmises
que probablement toute l'ère de ce qu'on a appelé la mécanisation, enfin la place hyper présente de la voiture ou de la mécanisation, enfin des moyens de déplacement mécanisés ont oblitéré, mais que dans le débat mondialisation-singularité, que chacun retrouve un peu. Enfin, moi, je suis un peu sur l'idée parce que, évidemment, on a combien de délégations de villes chinoises n'a-t-on vu venir nous dire venez nous faire les Champs-Élysées dans notre ville, si vous voulez, où on leur disait mais c'est pas du tout le problème, quoi. Bon, voilà. Quelqu'un d'autre? Oui, juste, je voudrais un peu faire une remarque qui est aussi une forme de question à Bernard Landau. Comment il analyse cette dépréciation des professionnels, notamment au sein de la ville de Paris. Est-ce que ça fait partie du nouveau paradigme? Mais on voit que dans n'importe quelle commission où on peut siéger, où on peut se retrouver en tant que professionnel, on a l'impression qu'on est marqué un peu au fer rouge, que seul compterait l'expertise citoyenne. Et on le voit dans des décisions aujourd'hui absolument absurdes. Je pense au réaménagement récent de la rue Daguerre, par exemple, qui a été quasi dessiné, quasi conçu par le conseil de quartier, exécuté en revanche par les services de la ville et des entreprises. Bon, heureusement que je suis plus en droit derrière. Enfin, je sais pas si ça aurait été comme après la mort d'Alphon. Non, moi culturellement, je vis ça assez mal. Bon, parce que c'est une question philosophique plus large, en fait. Hein. Je trouve que c'est un petit côté révolution culturelle. Enfin, oui, non, mais donc, si vous voulez, nous sommes tous des experts, j'y crois pas. Alors, bon, moi, j'attends les plaintes sur l'entorse, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, quand même, je constate qu'on met beaucoup moins d'argent à l'entretien courant de l'espace, alors que, et c'est ce que un peu j'ai voulu esquisser sur la question des concessions, et que j'ai tenu à rappeler pour dire que très longtemps, je crois même, quand je suis arrivé à la direction de la voirie en 85, les bilans financiers présentaient recettes et dépenses, et la direction de la voirie expliquait que les recettes, et il y a beaucoup de recettes, hein, publicité, étalage, terrasse, droit de stationnement, couvraient les frais d'entretien, tous les frais d'entretien. Bon, mais ça, ça renvoie quand même quel est le statut de l'espace public, in fine, si vous voulez, et quel est le message du vivre ensemble sur l'espace public. Donc derrière, à la limite, il n'y a pas besoin d'embaucher des architectes et des ingénieurs, ou même de faire travailler des professionnels, si on pense que c'est, le conseil. Je dis pas que le conseil de quartier soit pas important. Mais il y a un débat sur ça, c'est un débat sur le politique, la concertation et le technique, quoi, ou le professionnel. C'est un débat plus large, je pense. Donc je trouve que c'est un peu démagogique, voilà. Oui, le débat, il porte autant sur la présence du maître d'ouvrage que sur la qualité ou la manière dont le professionnel est considéré. C'est-à-dire qu'il y a aussi un abandon de la maîtrise d'ouvrage. Un projet, ça se fait avec un maître d'ouvrage en général. Enfin voilà, ça fait partie des choses qui peuvent alimenter cette réflexion. La maîtrise d'ouvrage, c'est une compétence. Ouais. Ça devrait l'être, en tout cas. Non, mais c'est la moitié du chemin. Hein. Ouais. Quelqu'un d'autre veut faire une intervention, poser une question? Bon, on peut passer à la dernière partie de la journée avec la discussion.